Bonsoir à tous. Ce soir, on va vous parler de bière, d'oiseaux et de gangsters. On va commencer par la bière et un anti-guide de la bière de Fabrizio Buccella, prof de maths, surtout connu comme œnologue. Les oiseaux et le cercle des oiseleurs, c'est le titre du dernier roman de François Emmanuel. Il en a déjà publié une vingtaine. Il viendra nous parler donc de sa dernière création. Et puis on recevra le scénariste Mats pour une bande dessinée qui s'appelle Le Grizzly et qui nous rappellera l'atmosphère des gangsters des années 60. Fin d'émission, et Yoka sera là pour le micro ouvert. C'est Connaissez-vous et on est parti. Ici ou là? Bonjour Fabrizio Buccella. Bonjour, bonjour. On s'assied ici ou par ici? Alors on va s'asseoir. Vous avez déjà envie de vous asseoir? Le prof que vous êtes, hein, le professeur que vous êtes ne reste pas debout pour faire son alors cours. on peut le faire debout. On peut le faire debout. On va pas faire tout le cours debout. Si vous voulez Oui, vous asseoir, voilà, on fait le cours debout, comme à l'université. Oui, et comme à l'université, vous avez amené votre petite gourde. Toujours. Ah oui, toujours. Ça, je sais pas être quelque part sans ma gourde. Il y a de l'eau, hein, je précise. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Oui, il y a de l'eau, de la vraie eau. De l'eau. C'est pas ni du vin ni de la bière. Non. Ça, on peut le tester en antenne. Oui. Alors, je vous propose, si vous voulez vraiment vous asseoir, vous pouvez aller de l'autre côté. Vous voyez une pile de livres sur la banquette? Oui. Vous pouvez vous asseoir à côté. À côté de la pile. Eh bien, Voilà. d'accord. Ah oui, c'est la petite banquette. Ouais, voilà. Et il y a des livres dans votre main. Pourquoi? Ah, c'est parce que c'était des livres que j'aime bien et au cas où je pouvais vous en dire un mot, mais bon, voilà, de toute façon, c'est vous qui gérez le bazar. Hein, je m'assieds ici alors. Ouais, gérer le bazar, ça c'est une expression de prof Buccella sur TikTok. C'est pas faux. Ouais. On va vous présenter quand même, Fabrizio Buccella. Vous êtes physicien de formation. Oui. Ouais. Donc professeur de physique et de mathématiques à l'Université libre de Bruxelles. Exactement. Depuis une quinzaine d'années. Voilà, tout à fait, tout juste. Ouais. Ça vous suffisait pas, il fallait faire autre chose? Oui, j'ai toujours été un peu hyperactif et donc quelque part, on se soigne comme on peut. Et ma petite manière, c'est de remplir les cases. Ouais. Quelles cases vous remplissez alors? Si vous voulez remplir les cases de l'agenda, quoi, quelque part, de pouvoir se dire qu'on fait plusieurs choses. Alors, ceci dit, il y a quand même un point commun, c'est-à-dire que c'est toujours un peu de la transmission, du partage de choses, d'idées, de connaissances, d'essayer d'aller vers les gens, que ce soit à travers l'écrit, que ce soit à travers les vidéos du TikTok ou bien sûr à travers les cours. Mais les livres, le TikTok, les cours, pour moi, ça participe quand même toujours de la même logique. Et la logique, c'est quoi? C'est de populariser les savoirs? Oui, voilà, c'est vraiment de transmettre. C'est vraiment ce plaisir de transmettre, de mettre un peu le feu, quoi. Je veux dire, j'aime bien cette expression de se dire qu'on essaye d'allumer un peu le feu auprès des étudiants, des étudiantes. Et c'est aussi très, très modestement ce qu'on essaie de faire avec ce que j'essaie de faire, si vous voulez, avec les vidéos ou avec les bouquins, de donner quelque chose qui est différent. Ouais. Surtout qui est différent de ce qu'on peut trouver sur l'Internet, si vous voulez. Donc, que ce soit pas qu'on ne fasse pas simplement un ressucé de ce que vous dit Google ou ChatGPT, qu'on puisse aller un peu plus loin quand même. Ouais. L'idée d'être un passeur de savoir ou un passeur de science, ça vous irait comme définition? Ah, j'adore, enfin, c'est magnifique, c'est sans doute extrêmement laudatif, beaucoup trop, mais je prends. Alors, on va parler de bière aujourd'hui avec vous. Dans la pile de livres que j'avais disposée, il y en a un premier, vous pouvez le prendre, vous le connaissez, parce que vous l'avez écrit, c'est l'anti-guide de la bière. Pourquoi anti-guide? Ah, pourquoi anti-guide? Parce que, en vérité, si vous voulez, les livres aujourd'hui, pas tous, hein, mais sur le vin ou sur la bière, nous disent souvent ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit le faire, dans quel sens on doit le faire. Et ici, en vérité, ce livre ne dit pas du tout ça. Donc, ce livre, c'est un peu c'est l'idée de passer un agréable moment et d'apprendre 2 ou 3 choses. Il y a 120 questions et on essaye d'apprendre chaque fois 2 ou 3 choses par rapport à la bière. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est la maxime que je donne à l'entame de chacun de mes cours aux étudiants. Il y a un transparent, je leur dis à chaque fois, je voudrais aujourd'hui vous apprendre modestement 2 ou 3 choses et surtout qu'on passe un agréable moment. Voilà.
Alors, on va passer un agréable moment avec vous. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur du livre. On va le commenter ensemble. Il y a effectivement des leçons. C'est sur 1 ou 2 pages. On pose une question et vous apportez des réponses. C'est avec des bullet points. C'est presque un cours, en fait. Ah oui, voilà, on ne se refait pas. Il y a l'idée du traitement d'une question, toujours avec bien sûr la base scientifique, hein, ça c'est certain. Et après, il y a le côté aussi décalé tant dans les questions ou dans le traitement de la question. Et puis alors après, il y a le traitement plutôt court, quoi. L'idée c'est qu'on peut lire ce livre n'importe où, aux toilettes aussi, hein. Je veux dire, l'objectif c'est de prendre 1 ou 2 questions dans le tram, dans le bus, où on veut, quoi. Je prends le métro, en une station, j'ai pu lire peut-être 1 ou 2 pages. Exactement. Il ne faut même pas les lire dans l'ordre, en vérité. Voilà. Ouais. La bière, c'est quoi? C'est de l'orge, du houblon, de l'eau et de la levure? C'est tout à fait juste. C'est la définition même du fameux Reinheitsgebot, hein, qui est la fameuse loi sur la pureté de la bière qui était en vigueur depuis le début du XVIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique et qui spécifiait que les ingrédients utilisés sont exactement ceux que vous citez, à l'exception entre guillemets de la levure, que, bien sûr, il ne pouvait pas citer, parce que Bardaf, comme disait l'autre, elle n'avait pas été découverte, la découverte ne viendra qu'avec Pasteur, quelques centaines d'années après. Mais l'idée était quand même là. Comment est-ce qu'on explique que nous, ici en Belgique, on soit un peu les champions du monde cocorico de la bière? Alors oui, on peut l'expliquer. Alors ce genre d'explication, c'est parfois un peu prendre l'effet pour la cause, mais on a l'une ou l'autre explication, mais peut-être en remarque liminaire, avoir l'idée qu'on est peut-être un tout petit peu en train de s'endormir sur nos lauriers. Mais sinon, l'explication, c'est en partie grâce à la diversité de nos bières. Pourquoi? Parce que justement, nous, on n'était pas soumis à cette fameuse loi du Reinheitsgebot, qui est la loi sur la pureté de la bière, formellement parlant, littéralement traduite. Et quelque part, on a pu, dans nos contrées, en Belgique notamment, utiliser les épices, par exemple. Et on a ainsi créé une diversité incroyable des bières. Si on prend les bières de saison, si on prend les bières blanches, par exemple, ce sont toutes des bières qui jouent non seulement sur les ingrédients principaux, mais également sur l'adjonction d'épices. Et ça permet une palette et une diversité aromatique. Une autre explication, ou en tout cas un autre élément d'explication, c'est que les bières trappistes, qui ont été longtemps les bières les plus, si vous voulez, les plus intéressantes et les plus alternatives dans l'esprit du consommateur, bien entendu avant l'apparition de la tendance des microbrasseries, ces bières trappistes, les 5 bières trappistes historiques et les meilleures, se trouvent en Belgique. Et donc à un moment donné, ça a installé quand même la Belgique comme étant le pays de la bière avec ces 5 magnifiques trappistes que sont Westmalle, Westvleteren pour les Flamandes, Chimay, Orval et Rochefort pour les Wallonnes. Ouais, et qui sont quand même des bières relativement fortes en alcool. Hein. C'est très différent de la Pils. Hein. Oui, alors presque toutes. Mais par exemple, si vous prenez l'Orval, ma bière préférée, elle est 6,2. Alors c'est certain que du point de vue d'un Français de France, 6,2 c'est assez fort en alcool. Mais quand les bières standards en Belgique sont plutôt à 5,2, c'est un peu plus fort, mais c'est pas extrêmement fort. Mais si vous prenez une Rochefort, là vous allez aller sur des 10 et la Chimay c'est sur des 9%. Effectivement. Voilà. Et dans la Chimay ou dans la Westvleteren, il y a aussi des bières de table, ou en tout cas que les moines se préparaient aussi pour le quotidien, qui était un petit peu moins forte. Vous expliquez tout ça dans le bouquin. Il y a même des points de vocabulaire. Un Orval, des Orval. Oui, tout à fait juste. Ce que vous dites est tout à fait juste. Donc c'est un Orval, des Orval. Alors c'est un Orval. Il semblerait que c'est parce que cette bière a été créée grâce à la source de la fontaine Mathilde, enfin de la princesse Mathilde, qui s'appelle le Val d'Or. Et donc ça fait Orval, si vous voulez, en verlan. Et on a conservé le masculin. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte d'acceptation du masculin, surtout localement, et qui s'est étendue dans le reste de la Belgique. Et par contre, au pluriel, ça reste Orval. Même s'il y a une petite légende urbaine qui semble indiquer que le pluriel de Val est Vaux, comme Parmonts et Parvaux, et donc on dirait des Orvaux. Mais ça, c'est Carabistouille et compagnie. C'est bien des Orval, sauf dans la confrérie locale, ce sont l'Orvaux. Mais sinon, on dit un Orval et des Orval. En tout cas, c'est l'astuce pour avoir l'œil attendri et attentif du cafetier qui vous sert la bière et qui sait que vous êtes un véritable connaisseur. Alors, autre petite question, Fabricio Bucella. Vous êtes un œnologue, donc vous savez goûter le vin. Quand on goûte la bière, on avale la gorgée ou on ne l'avale pas?
Ah, là, il y a un énorme débat. Hein. Là, il y a un énorme débat. J'ai participé à l'élaboration, si vous voulez, du cursus de zytologie officielle à l'IFAP Aimé de Charleroi. Zytologie, il faut expliquer. Hein. C'est la science de la bière. Voilà, zytologue, zytos, bière, logos, la parole, la logique. Donc, effectivement, la science, la pensée, la parole, la logique de la bière. Alors, établissant ce cursus, je me suis rendu compte que, si vous voulez, moi je plaidais pour qu'on crache la bière, mais ce n'est pas du tout ainsi que le voient certaines personnes dans le milieu de la bière et qui considèrent qu'il faut absolument avaler la bière parce que sinon on n'aurait pas les post-goûts, les arrière-goûts ou autres. Pour moi, là, on est aussi c'est de la fausse science, parce que au-delà de la glotte, quand on est dans la trachée artère, la communication sensorielle au sens gustative et olfactive est quand même extrêmement limitée. Donc les informations, on les a quand le liquide est dans la cavité buccale et qu'on le crache ou qu'on l'avale, c'est-à-dire qu'on le sort de cette cavité buccale, n'a que peu d'importance. Par ailleurs, il me semble que donner des cours à des gens, notamment le soir, qui doivent prendre la voiture, on leur fait déguster des 5-6 bières, en leur demandant expressément de ne pas cracher, ça c'est une responsabilité que je n'ai jamais voulu prendre. Donc moi je continue à plaider pour qu'on crache le produit quand on est dans une dégustation bien sûr formelle et officielle, et surtout la responsabilité qu'on a vis-à-vis des étudiants. Oui, donc on doit pouvoir goûter la bière exactement comme on goûte le vin. Après, il y a une partie du plaisir qui est quand même dans l'absorption, mais on va signaler pour l'ensemble de cet entretien que c'est avec modération. Ah, tout à fait d'accord avec vous. Ça, on peut le mettre en bandeau si vous voulez. Alors, Fabricio Bucella, vous passez à la bière, mais vous êtes plutôt connu pour avoir beaucoup parlé du vin. Vous avez sorti quoi, une dizaine de bouquins déjà sur le vin? Presque. On est à 7, mais la dizaine arrive. Ouais. Alors, et vous êtes maintenant très connu d'un public jeune, de vos étudiants bien sûr, parce que vous êtes une des stars de l'ULB, mais ça va bien au-delà, parce que vous faites des petites vidéos à l'image de ce que vous êtes, de votre personnage, un petit peu humoristique. Ça se passe sur TikTok, visiblement les Chinois écoutent, mais il n'y a pas que, et on regarde. Le reniflage du pinard tel un chien truffier est l'exploit qui impressionne le plus novices. Ici, vous seront dévoilés les trucs, astuces, ficelles, combines et magouilles afin de renifler le vin mieux qu'un fait cochère pour chasseur de tuber melanosporum. C'est la truffe. Pourquoi? Because on est des gens justes. Primo, le choix du verre. On doit avoir un verre qui concentre les arômes, excite les ballons Ikea pourris et toutes ces saloperies. Hein. Si vous prenez un verre quasi officiel ou un verre officiel, eh bien vous voyez qu'il est un peu évasé vers le bas, puis la cheminée se resserre afin de concentrer les arômes. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire grande surface de contact entre le liquide et l'air et resserrement du buvant afin de mieux sentir les arômes. C'est le principe des verres technologiques. Prenez ce verre-ci, c'est un verre dit technologique, c'est exactement le même principe. Surface élargie, cheminée qui se resserre. Secundo, on renifle simplement sans bouger le vin, sans le gigoter. Alors on peut prendre le vin et on renifle. Ça sent bon cette histoire. Là, on doit dire une seule chose. Le nez est-il fermé, discret ou ouvert? Cela signifie, est-ce qu'on ne sent rien? Est-ce qu'on sent moyennement? Ou est-ce qu'on sent beaucoup? Ici, le nez était ouvert. On sent beaucoup. Et dites-le à haute voix. C'est une mise en condition. Le nez est ouvert. Voilà. Tertio, on fait tourner le vin dans le verre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites tourner sur la table. Et si vous êtes à l'aise, vous le faites tourner pas sur la table. Aussi simple que bonjour. La botte secrète, quand vous reniflez par saccade, de telle sorte de saturer, désaturer les récepteurs olfactifs. Sinon, l'information n'est plus transmise au cerveau. C'est la même chose avec le parfum que vous mettez le matin. Les molécules sont toujours là, mais vous ne le sentez plus. L'information n'est plus transmise au cerveau. Et les autres le sentent, les pauvres. Là, on renifle par saccade. Et là, oui, un aromatique extrêmement subtil. Ici, c'est très, très, très floral. Une pointe de fruits, pointe de fumée, de champignons, de sous-bois qui apparaissent. C'est une explosion aromatique. La suite de cette aventure incroyable est à voir dans la vidéo 2, qui suit la partie 1, qui elle-même la précède, en toute logique. Salut, Lucas. Fabricio Bucella, est-ce que ça vous amuse de vous voir? Oui, en vérité, si vous voulez, oui. Alors ça, c'est dans le sens quand même, comment vous dire, c'est un peu comme les cours que je donne. J'essaie de donner les cours que j'aurais peut-être souhaité avoir quand j'étais étudiant. Et là, j'essaie de faire les vidéos qui me feraient plaisir de regarder. Donc oui, je souriais en regardant cette chose. Ouais, il y a un côté un peu cabot chez vous. Oui.
C'est quoi? C'est le plaisir d'être fortement regardé. Il y a combien de personnes qui vous suivent sur TikTok? Vous avez une idée? Il y en a plus de 30 000 sur TikTok, il y en a plus de 30 000 sur l'Instagram, il y en a 20 000 sur le Facebook, oui, donc ça commence à faire quand même, je ne sais pas s'il faut les sommer ou pas les sommer, je suppose qu'il y a des gens qui sont sur les deux, mais oui, ça commence à faire quand même une vraie petite communauté. Et alors, bon, on ne va pas se mentir, il y a un plaisir du fait d'être regardé, parce que si en plus on souffrait du regard des autres, alors je suppose qu'on n'irait pas faire ce type de vidéo, mais il y a énormément de plaisir à les écrire, à les scripter, parce que l'air de rien, elles sont écrites, elles sont pas écrites sur un coin de table, et puis il y a énormément de plaisir à les tourner. Oui, il y a un peu de montage. Oui. Vous forcez un peu l'accent bruxellois quand même. Je force un peu l'accent bruxellois, oui, tout à fait, oui. Ouais. On fait un petit retour en arrière, Fabrizio Bulcella. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez début des années 90? Ah, ben là, écoutez, j'étais avec certains camarades et on essayait d'expliquer, notamment au ministre de l'Enseignement de l'époque, que leur réforme n'allait pas du tout. Et donc, on essayait de faire vivre une certaine forme je dirais, de contestation et de défense d'un enseignement libre d'accès et surtout qui soit accessible effectivement à tout le monde et pas uniquement aux plus nantis. Ouais, vous étiez le président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. À cette époque-là, c'était juste avant Grégoire Chapelle, si je ne me trompe pas, oui, dans la chronologie. Et vous avez un peu tâté de la politique ensuite. Saint-Gilles, c'est votre commune, hein, c'est ça? Non, c'est Ixelles. Bon, c'est à côté. Ouais. Oui. Mais vous avez été candidat à des élections communales. Voilà, même élu 2 fois, et maintenant je suis tout à fait rangé des voitures et bien plus heureux d'ailleurs. Oui, ça veut dire que quoi? C'était pas une chouette expérience, la politique? En vérité, c'était absolument pas ce qui m'intéressait. C'était pas mon ressort intérieur. Je pensais à l'époque que ça l'était forcément, parce que sinon j'aurais pas un peu tâté de la politique. Mais c'est un milieu qui est extrêmement dur. Ça c'est certain. En vérité, je ne suis pas un conflictuel. Je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui adore essayer de mettre les gens à l'aise et de les tirer vers le haut. C'est ce que je fais, que ce soit dans mes cours, dans mes séminaires avec les étudiants. Et je ne suis heureux que lorsque je reçois, si vous voulez, aussi ce regard-là ou cette émotion-là en retour. Et par ailleurs, c'est un milieu qui est extrêmement dispendieux en énergie pour des résultats qui sont proches du zéro absolu. Et donc là, vraiment, les bras m'en tombent, le nombre de réunions, mais qui sont juste des réunions en eau de boudin pour essayer de faire avancer un demi de poil de dossier et qu'à la fin, on va savoir la couleur de la porte, de comment est-ce qu'on va la changer. Non, je veux dire, honnêtement, je suis bien plus utile à la petite vie en société en faisant ce que je fais qu'en ayant fait de la politique. Donc j'admire ceux qui le font. Je ne suis pas sûr que tous les amis que vous avez en politique vont apprécier ce que vous venez de dire, mais c'est peut-être une autre histoire. Vous êtes aussi, ils le font avec leur plaisir, et donc on ne va pas non plus après faire une collecte sur Litchi parce qu'ils font de la politique. Hein, Fabrizio Bulcella, on va aussi signaler que vous êtes chroniqueur maintenant sur la radio de service public, sur La Première, et là vous parlez vraiment de la science. Une dernière question, est-ce qu'on a vraiment du plaisir à goûter du vin comme vous le faites régulièrement quand le premier réflexe que vous avez, c'est de la chimie? C'est là-dedans, il y a une molécule de ceci et une molécule de ça. Oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, le côté hédonique prend le contrôle. Donc vous êtes tout le temps un peu en train de basculer entre les deux. Et ça, c'est extrêmement passionnant, parce que vous passez du côté analytique au côté hédonique, et vous passez de l'un à l'autre. Et parfois, ça peut même tourner dans la tête le soir, la nuit, entre guillemets, hein, où vous dites, ah mais tiens, mais j'avais goûté ce vin-là, mais j'étais trop focalisé sur la structure tannique, parce que j'étais en train de calculer l'évolution, mais en vérité, je suis passé à côté de quelque chose d'autre. Donc il y a énormément, si vous voulez, de plaisir qui vient, et quelque part, en tout cas pour moi, modestement, c'est ma porte d'entrée dans le vin. C'est cette structure analytique, physico-chimique du produit, bien sûr. Ouais. Alors, il y a un autre livre que vous allez prendre en main, c'est le suivant. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Je voudrais que vous la présentiez et que vous nous disiez pourquoi on vous l'a fait présenter alors que votre nom n'est pas sur la couverture. Oui. Voilà. Alors mon nom n'est pas sur la couverture, il est sur la page du titre, donc ça veut dire que je suis crédité, mais en vérité j'ai fait
très modestement, hein, le conseiller scientifique pour cette bande dessinée, qui est une incroyable histoire de la bière. Et alors là, j'espère que vous êtes assises et assis, mesdames et messieurs, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Bibi est devenu un personnage de papier. Donc je suis un personnage dans la BD, dans un chapitre, hein, bien sûr, il y en a 10, n'exagérons rien. Mais donc c'était une belle aventure. En fait, Benoît Simat, le scénariste, est un ami. C'est aussi quelqu'un qui venait du milieu du vin. Et quand il a souhaité réaliser cette incroyable histoire de la bière en bande dessinée, bien, il cherchait... allez, on va pas se mentir, une sorte de caution morale et scientifique. Et donc, j'ai bien voulu jouer le rôle de caution. Voilà. Allez, Fabricio Je suis Bucce, caution. voilà, il y a l'antiguide de la bière. Oui. Et puis, il y a donc cette incroyable histoire de la bière. Ce sont donc les 2 parutions qui font votre actualité. Et c'est difficile de courir après vous sur l'actualité parce qu'il y a quelque chose de neuf quasiment toutes les semaines. Il y a Tous les jours. tous les jours. Alors, je vous propose de prendre un autre livre, le suivant dans la pile. Ah, Le Cercle des Oiseleurs. Ouais. Qui est l'auteur? Ah ben, écoutez, l'auteur, c'est Monsieur François Emmanuel. Est-ce que vous le connaissez? Ben, alors, je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai rencontré dans le petit salon, juste ici. Avant l'émission, pour commencer l'enregistrement. Eh ben, vous allez le connaître davantage. François Emmanuel. François Emmanuel, est-ce que je peux vous proposer de vous mettre en face de Fabricio Buccella? Comme ça, ce sera plus facile pour que vous parliez. Est-ce que vous pouvez vous présenter à Fabricio Buccella, dire qui vous êtes? Donc, je suis François Emmanuel, je suis écrivain, enfin, j'essaye de l'être, j'écris en tout cas depuis très très longtemps, depuis au moins 40 ans. Et j'ai écrit quand même pas mal de romans. Le roman, la poésie, le théâtre, mais essentiellement le roman. Ouais. Et donc je viens de publier Le Cercle des Oiseleurs. Ouais, une vingtaine de romans à peu près à votre actif. Ouais. Il y a aussi des nouvelles et vous avez aussi fait des livrets pour des créations musicales. Ouais. Ouais. On présente Le Cercle des Oiseleurs. Quelle est la particularité de ce roman? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on en dise pour donner envie de le lire? Le Cercle des Oiseleurs, c'est je crois, un conte philosophique qui se cache sous les traits d'un thriller ou d'un faux polar malicieux. Voilà. Ah, c'est génial ça. C'est rien moins que ça. En tout cas, c'est la tentative. L'histoire d'un homme qui est totalement inadapté et dans un organisme international qu'on peut reconnaître, qui est dans un pays qu'on peut reconnaître éventuellement, dans une ville qu'on peut reconnaître. On est dans un réel légèrement diffracté, un peu fantastique. Cet homme est dans cet organisme international et il a une particularité, c'est qu'il a l'esprit de fuite, il est toujours en train de penser ailleurs. Donc il n'arrive pas à se fixer sur la focale du regard. Je peux vous poser une question? Ouais. Avec l'accord du grand patron de cette chose. Mais quand vous écrivez un peu l'idée d'un polar, vous avez un plan? Parce que moi, ça m'impressionne toujours comment on fait, à la fin, toutes ces histoires se mettent ensemble pour que le sac se ferme ou s'ouvre au bon moment. Oui, non. Le processus, c'est qu'on a un plan toujours un peu au début, ou en tout cas, on a une scène, quelques points inauguraux au début, quelque chose qui nous fait partir. Et puis, ces plans, on les brûle au fur et à mesure. On les refait, on les brûle, on essaye, on va par où on ne sait pas tout à fait. Donc, c'est une entreprise qui est comme un tâtonnement progressif. Par rapport peut-être à votre travail, on en parlait tout à l'heure, je pense que vous êtes quand même du côté de la cible extérieure. Moi, je suis dans tentative, très, très modestement, de travailler sur la cible intérieure, c'est-à-dire ce qui est en train de se déplier là. Et voilà, comment je peux lui donner une place. Et le Cercle des Oiseleurs est précisément cela, c'est-à-dire que le narrateur va être attiré en raison d'une disparition étrange ou mystérieuse, peu importe, il va être attiré par un cercle des oiseleurs, c'est-à-dire une série de gens qui se disent oiseleurs. Mais oiseleurs, c'est comme dans la flûte enchantée, celui qui avec son appeau, là. Ils ont comme changé la définition du mot oiseleur. Oiseleur n'est plus l'attrapeur d'oiseaux, mais c'est, voilà, dans une des rares définitions qui existent, quelqu'un qui a lien avec l'oiseau. L'ami des oiseaux, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire ça.
Ouais. Mais Alors, c'est aussi la métaphore de l'oiseau, ce que l'oiseau représente. Ouais. L'oiseau. on va être un tout petit peu plus précis, si vous voulez bien, François-Emmanuel. Ouais. Votre narrateur, enfin votre personnage principal, il s'appelle François Vogel, donc il y a déjà quelque chose dans son nom de famille. Vous avez dit une grande institution, on pourrait penser à une institution européenne, je pense que je ne dévoile pas trop. Oui. Et quand vous dites qu'il a l'esprit de fuite, ce garçon, il est quand même censé faire des procès-verbaux. Et donc ça devient très très compliqué. Ça vous a amusé, ce décalage, cette inadaptation entre cette impossibilité quelque part à se concentrer et ce travail qui demande un petit peu d'abnégation, de concentration et de précision? Oui, bon, ça m'amuse beaucoup parce qu'évidemment, on travaille toujours sur soi. Je parlais de la cible intérieure, donc je travaille sans doute sur ma part distraite. Il y a un enfant distrait en moi, certainement. Et donc, en effet, il est projeté dans une réunion d'experts internationaux et il a pour tâche de rédiger les procès-verbaux. Et évidemment, la transcription devient très très vite aléatoire dès l'instant où la dame qui vient porter les biscuits, le café, rentre dans la pièce, est absolument ravissante. Et elle le regarde pendant 3 ou 4 secondes et dans ce regard très long, elle semble lui dire mais comme leur théâtre est étrange. À partir de ce moment-là, la trajectoire de cet homme dévie, même tourne à 180 degrés, et l'histoire commence. L'histoire commence, il avait face à lui un ancien collègue, un homme qui est un poème en soi, un homme corpulent de 160 kilos, qui pérorait sur le monde, et cet ancien collègue, il va le retrouver à ce moment-là, parce qu'il a pris sa retraite, et il va y avoir une sorte de longue traversée de la ville particulièrement arrosée, et cet homme va disparaître. À partir de ce moment-là, il va rentrer en contact, en lien avec ce fameux cercle des oiseleurs qui est à la fois le lieu d'une enquête et à la fois le lieu d'une initiation. Voilà, alors on ne va pas trop en dire, parce qu'il faut quand même garder une part de mystère. Ça donne envie de le lire, en tout cas, très modestement. Voilà. Il y a plusieurs... j'avais envie de dire, il y a plusieurs tiroirs, il y a plusieurs entrées possibles, et il y a même peut-être plusieurs styles d'écriture dans ce roman, François-Emmanuel. Oui. Il y a l'aspect polar, vous en avez parlé, parce qu'on est dans une enquête. Il y a l'aspect de l'intime, parce que ce personnage, il a quand même des forts tourments, et peut-être même vous êtes, je crois, psychothérapeute au départ, hein, donc il y a une part d'écriture sur presque de la psychanalyse des personnages, et puis il y a une part de cette description de l'administration, et puis des errements professionnels de ce personnage qui va pas gravir les marches de l'escalier, mais plutôt les descendre. Il y a aussi une forme de critique sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 niveaux de lecture? Et puis il y a de la poésie, avec ce que les oiseaux ou les oiseleurs nous racontent. Ça fait 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, certainement. Volontiers, je prends volontiers les 3 ou 4 niveaux de lecture. Ce qui me semble important, je pense à dire, mais c'est que ce livre est un livre qui cache son poème. Alors c'est un peu étrange à parler comme ça, mais il est scandé par 8 haïkus, haikai, on dit. Donc les haïkus, c'est des poèmes courts, et on pourrait dire que les oiseaux, le regard aux oiseaux, la métaphore des oiseaux, c'est notre regard dénué du logos. Alors je me tourne vers vous, parce que vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, et je pense que on est très loin, on est très loin évidemment de cette transmission du savoir dont vous êtes le passeur. On est vraiment très très loin de ça. On est dans la question, parce que je pense que ce livre porte une question tout au fond, et c'est pour ça que c'est un conte philosophique, la question de est-ce que nous regardons encore les oiseaux tant nous sommes envahis, encombrés par notre langage, notre logos. Est-ce que nous regardons encore le ciel? C'est ça, je pense, qui est tout. C'est le langage qui viendra un peu nous bloquer dans... Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, le roman, il se construit comme ça, par tâtonnement, et petit à petit, il me semble qu'il a son objet au centre, et
mais je ne suis pas tout à fait celui qui a le fin mot là-dessus. Il me semble que c'est le cœur du livre. Et bon, voilà. Ouais. Et quand on parle des oiseaux ou des oiseleurs, François Emmanuel, on parle de nous et on parle aussi quelque part du regard que nous sommes capables d'avoir sur nous-mêmes et du regard que nous sommes capables d'avoir sur notre action, sur notre bonheur, sur ce que nous devons faire dans la vie. Je pense qu'on peut le voir ainsi. Oui, certainement. Ouais. Je voudrais qu'on dise un mot de votre écriture, parce que j'ai le sentiment qu'elle n'est pas du tout la même au début du roman qu'à la fin du roman. D'ailleurs, la mise en page, la typographie va changer. Est-ce que vous acceptez cette lecture de dire que ce personnage, il dérive ? Oui. Il est de plus en plus loin dans ce qui pourrait ressembler à une forme de folie. En tout cas, il est dans un rapport de plus en plus fictionnel à la réalité, et que votre écriture le suit, et que votre écriture se détricote au fur et à mesure que son rapport, le rapport de François Vogel au réel, se détricote également. Oui, je suis pleinement d'accord. Donc, lui, non seulement il déchoit dans l'institution qu'il emploie pour terminer au chevet d'une machine diabolique qui réduit en charpie, au fond, tous les anciens rapports, mémorandums, etc. Non seulement il déchoit, si vous voulez, là, mais en plus, il dérive au gré des rencontres avec les oiseleurs, les membres du cercle des oiseleurs, qui chacun lui donne une forme de petite clé. Et c'est vrai que dans les pages de la fin, sont des pages qui sont extrêmement aérées. C'est comme des poèmes, en fait. En fait, il évolue vers le poème. C'est un peu une abstraction, mais il faut lire le livre pour voir. Ouais. Fabricio Buccella, vous seriez capable d'écrire des poèmes ou pas ? Alors, ça j'ai énormément d'admiration pour celles et ceux qui écrivent des poèmes, parce que moi, j'ai toujours été une bille à écrire des poèmes à l'école, entre guillemets. Alors, je m'essaye à des histoires de versifier l'une ou l'autre chose, mais c'est pas faire un poème. Hein, je versifie sur 2 phrases dans les petites vidéos, mais ça, je m'arrête là. Mais donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas une musicalité interne de la langue, mais pour moi, le poème, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose de tout à fait inaccessible, très modestement. Je crois que c'est Jacques Ottet qui dit que le poète est ignorant. Donc il y a une sorte de parti pris d'ignorance, si vous voulez. Tout est dans l'écriture, c'est-à-dire le moment de l'écriture, mais au départ, il vaut mieux ne pas savoir. Il y a lieu de ne pas savoir. C'est une position très très différente de celui de l'essayiste, par exemple. Mais par contre, je trouve qu'il y a une... par contre, j'aime bien... J'en lis pas 15 000, hein, mais je lis régulièrement des poèmes. Bon, les grands classiques, mais je suis tout le temps replongé dedans. Je les apprends par cœur. Et j'aime bien cette musicalité, quoi, ou écouter aussi les chansons, type un Léo Ferré qui chante Rimbaud, qui chante Baudelaire, et puis le chanter avec lui, ça je le fais plusieurs fois par semaine. C'est de comprendre à travers, par exemple, sa voix, ce que disait le poète, et puis éventuellement aller voir l'un ou l'autre poème. Donc j'ai beaucoup de plaisir, et sachant que c'est un peu inaccessible l'étoile de le faire, quoi, et d'admiration pour les gens comme vous qui le font. Il y a sans doute un poète au fond de vous, hein, mais bien caché peut-être. Il est bien caché. Il est bien caché. On a affaire à 2 personnalités très différentes en vous réunissant sur ce plateau, c'est une évidence. François Emmanuel, vous avez publié donc une vingtaine de romans dans des grandes maisons d'édition françaises, chez Stock, chez Actes Sud notamment. Cette fois-ci, le Cercle des Oiseleurs, je signale que c'est aux Impressions Nouvelles. Est-ce que vous diriez que le Cercle des Oiseleurs peut se rapprocher de vos productions précédentes, que c'est une suite logique, ou est-ce que c'est une production un peu à part pour vous ? C'est une production un peu à part qui est en lien avec d'autres. Il y en a eu 4 livres comme ça qu'on a appelés à un moment donné les livres d'été. Donc il y a eu Le Tueur mélancolique, il y a eu un livre qui s'appelait Bleu de fuite, il y a eu aussi Le Sentiment du fleuve. Ce sont des livres, si vous voulez, où je laisse libre cours à mon côté un peu ludique. Ces livres écrits dans la joie, même si c'est une joie inconstante, en fait. Je laisse venir quelque chose d'assez joueur et joyeux et jubilant. Donc c'est vraiment ce ton-là. Et je suis comme ça, je ne sais pas faire autrement, malheureusement. Quand je démarre sur un ton,
c'est le livre qui le veut ainsi, le texte le veut ainsi. Hop, ça se poursuit à partir de ce ton. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une part d'écriture automatique chez vous et qu'il y a un moment où c'est l'écriture qui vous entraîne? De toute façon, c'est l'écriture qui m'entraîne, c'est le texte qui m'entraîne, ce sont les visions, entre guillemets, succédées qui m'entraînent, mais ce n'est pas véritablement de l'écriture automatique, parce que là, cette écriture-là, elle était quasi de l'inconscient à la page, si vous voulez. C'est les mots qui appellent les mots. Non, je n'irai pas jusque-là, non. Alors, mais c'est le texte qui m'entraîne, oui. Ça s'appelle Le Cercle des Oiseleurs. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette histoire, au final, la maxime de cette histoire, la morale de cette histoire, comme dans une fable de La Fontaine? François-Emmanuel, si vous voulez la résumer. Eh bien, je dirais que le livre commence à la dernière ligne, et la dernière ligne, c'est « Prenez place dans le cercle ». Voilà, ce sera le message qu'on va retenir. Livre suivant, Fabrizio Bussella, dans votre petite pile. Dans la petite pile. Alors, c'est une bande dessinée. Alors, je le montre là. Ça s'appelle le Grizzly. Ouais. Qui sont les auteurs? Les auteurs, c'est Mats et Simon. Alors, attendez, on n'a pas les prénoms, mais ils vont apparaître. Je vais vous aider. Mats, c'est le scénariste. Simon, voilà. c'est le dessinateur. Et c'est Mats que vous allez rencontrer. Magnifique. Mais il n'a pas de prénom. Votre propre livre. Le tueur, carrément. Alors, Mats n'a pas de prénom. C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez évidemment un nom et un prénom. Mats, présentez-vous. Alors, mon pseudo pour la bande dessinée, c'est Mats. J'ai un vrai nom, évidemment, mais comme je l'explique à la fin de cet album, Mats, c'est un mot d'argot qui, dans les romans d'Albert Simonin, c'est un mec. Et quand j'ai commencé d'écrire dans la bande dessinée, c'était à la fin des années 80, mon tout premier album date de 1990, j'écrivais aussi un roman. Et à l'époque, la BD était en France, en tout cas à Paris, beaucoup moins cool qu'elle ne l'est maintenant. Et je ne voulais pas être catalogué comme scénariste de bande dessinée le moment où je serais prêt à soumettre mon roman à des maisons d'édition. Et donc j'ai pris un pseudonyme, voilà. Et j'ai publié le roman après, mais sous mon vrai nom, Alexis Nolan. Voilà, donc c'est Alexis Nolan. C'est plutôt des polars que vous écrivez? Pas forcément. Alors ça c'est un polar, évidemment. Mais c'est mon 65e album. Donc beaucoup pour des éditeurs belges. Alors il y a beaucoup de polars. Le Tueur, évidemment, c'est la série que je fais depuis le plus longtemps et qui a le plus de succès. Mais il y a pas mal d'aventures, il y a des choses historiques, il y a des adaptations. Récemment, il y a eu la disparition de Joseph Mengele avec Jörg Maillet aux éditions des Arènes, avec le même éditeur que vous, Laurent. Voilà, donc des adaptations, des bouquins historiques comme le Travailleur de la nuit, qui était une évocation de la vie d'Alexandre Jacob, qui est un cambrioleur français anarchiste au destin extrêmement intéressant. Ouais. La série Tango aussi. La série Tango, avec un auteur qui vit à Bruxelles, Xavier, qui est là est vraiment de l'aventure, la grande aventure, à l'ancienne, un peu à la Bernard Prince, voilà, c'est nos grandes références. Donc non, j'essaie de toucher à des genres un peu différents. J'avais fait une BD qui s'appelait Vivolé, qui était sur les enfants disparus de la dictature argentine. Donc voilà, Mais quand j'ai dit polar, je faisais référence à votre œuvre écrite, pas à votre œuvre de scénariste. Et là, en tant que romancier, c'est plutôt des polars. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul. Donc parler d'une œuvre, c'est beaucoup dire. Mais voilà, il y a un roman qui s'appelle La Nuit du Vigile, qui est aux éditions Rivage Noir. Et là, c'est un roman noir, plus qu'un polar d'ailleurs. C'est vraiment un roman noir, une plongée dans un milieu pas très connu et avec des ressorts à la Jim Thompson. Ouais, alors on va parler du Grizzly. On va voir quelques images en même temps. C'est les images de Simon. Je voudrais que vous commentiez un petit peu ce qu'on voit. On est dans l'univers des gangsters, des voyous. On est quoi, dans la France des années 60? On dirait avant mai 68? On est avant mai 68. Cet album se passe en 1967. C'est l'année de votre naissance, si je ne me trompe pas. Exactement, et de Fred Simon, le dessinateur aussi, donc on s'est dit que c'était une bonne année pour un bon millésime. Et donc, alors c'est une histoire de voyous, c'est une histoire qui est vraiment puisée aux sources, là pour le coup, de tous les polars de l'époque, les romans d'Albert Simonin, pour lesquels j'ai vraiment une
une grosse faiblesse, mais aussi, je sais, d'autres écrivains, Alphonse en argot, absolument, comme dans Simonin, comme Grisby. Alphonse Boudard, René Fallet, tout ça, ce sont des lectures vraiment très récurrentes. Donc c'est écrit avec beaucoup d'argot, effectivement, dans l'argot de l'époque. Oui, il y a même un lexique à la fin, pour ceux qui ne s'y retrouveraient vraiment pas. Ouais. Oui, voilà. Alors, le lexique, c'est un peu, comment dire, c'est ceinture et bretelle. C'est-à-dire que je pense qu'on comprend l'argot du contexte en lisant, mais c'est toujours mieux de pouvoir être sûr de ce qu'on lit et de comprendre bien. Et puis il y a un côté très rigolo dans l'argot, donc c'est marrant d'avoir les définitions. Par exemple, là je pense, je sais pas, quand il parle des femmes et qu'il les appelle les voleuses de santé, bon, moi ça me fait rire, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir un petit lexique. Et là, on est en train de travailler sur le tome 2. Alors, ce sont des histoires complètes. Hein. Là, c'est une histoire complète. On peut le lire et on n'a pas besoin de lire un autre album. On fait une autre histoire complète dans le tome 2 et il y aura un lexique augmenté avec toutes les nouveautés inhérentes au tome 2. Oui. Alors, on a vu les dessins de Fred Simon. On est aussi dans une ambiance qui est très proche de celle des films d'Audiard. D'ailleurs, votre personnage, le Grizzly, il nous rappelle un peu le Gugus de Montauban. Hein. C'est quelqu'un qui est rangé des voitures. Il adore les voitures, d'ailleurs, mais il préfère les Panhard aux Citroën. Manque de peau, il vend des Citroën. Et il doit finalement replonger un peu dans un milieu interlope parce qu'il y a un bon copain qui l'appelle. Je ne donne pas plus de détails, mais c'est ça le point de départ. Alors, absolument. Et c'est un point de départ, comment dire, qui est documenté. Quand on lit vraiment et qu'on regarde tous les films de l'époque, effectivement, alors vous faisiez référence au Tonton Flingueur, qui est adapté d'un roman d'Albert Simonin, avec des dialogues de Michel Audiard. Mais quand on regarde Le Doulos de Jean-Pierre Melville, enfin, tous ces romans, la métamorphose des cloportes de Boudard, tous ces romans français et ces films français, ces polars français tournent autour de l'idée de l'amitié. Enfin, le thème central, c'est vraiment l'amitié, la trahison, la loyauté, la déloyauté. Et donc, c'est une variation autour de ces thèmes-là, avec des amis qui se retrouvent menacés par l'ancien complice d'un des trois amis, qui sort de prison. C'est la première image qu'on a vue, la prison de la Santé à Paris. Qui est toujours un drôle de nom pour une prison, mais c'est la rue de la Santé. Donc voilà. On ne va pas donner trop de détails. Non, comme pour le livre de François Emmanuel, il faut qu'on garde l'envie de le lire et qu'on aille jusqu'à la fin. Mais voilà, on a envie en tout cas. Et je précise bien, ce n'est pas l'amitié et la trahison. Et ce n'est pas l'histoire des tontons flingueurs. C'est plus subtil, plus construit, ça va plus loin que ça. François Emmanuel, petit commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Est-ce que ça vous semble très éloigné de votre univers? Est-ce que la partie un peu polar qu'il y a dans le cercle des oiseleurs, vous pouvez la raccrocher à ce qu'on vient de dire ou pas du tout? Oui, c'est une jolie question. Je me sens plus proche de Jacques Audiard que de Michel Audiard, pour dire un peu court. C'est pas totalement mon univers, mais je vous dis ça très modestement, parce que je ne le connais pas. C'est un univers que je ne connais pas bien. Mais alors vous savez que Michel Audiard, il a écrit des livres qui sont vraiment remarquables et qui méritent vraiment d'être lus, et qui n'ont pas tout à fait grand-chose à voir avec ses films, qui sont d'abord très bien écrits. C'était un mec très cultivé, mais très intéressant à lire. Hein. Le jour, la nuit et toutes les autres nuits, ou un truc comme ça. Voilà. C'est un très beau livre. Et même les autres, hein, ça vaut vraiment le coup. Albert Simonin, c'est dur à lire. Parce que c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment écrit en argot. C'est vraiment. Puis parfois l'action avance pas vite chez lui, je trouve. Non, parce qu'il y a beaucoup de digressions, il y a pas mal de choses, mais c'est toujours très intéressant. C'est des super personnages. C'est très drôle en général. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. L'auteur de San Antonio, Dard, disait que tous les 3 ans, il relisait Albert Simonin. J'avoue que je fais pareil. Et là, j'avais en plus un prétexte pour le faire. Je me suis dit, tiens, je vais relire. Je voudrais vous interroger tous les 3 sur votre rapport à la nostalgie. Donc là, dans le Grizzly, c'est très clair, on est dans les années 60 et on fait revivre par la magie du trait, du dessin, une ambiance qu'on a peut-être pas connue, peut-être que certains l'ont connue, d'autres l'ont pas connue, dont on a des souvenirs très flous.
Ça vous intéresse de vous plonger dans le passé? Allez, on commence par Fabricio Buccella. Oui, bah écoutez, je vais vous livrer un petit jardin secret. J'aime bien lire, hein, donc je lis quand même quelques romans par semaine, mais des romans en cours. Je ne lis à peu près que des polars et que d'auteurs morts, pas si possible, et avant les années 80. Parce que j'aime bien effectivement ces actions où il n'y a pas le téléphone, où il faut aller à la poste, où quand on envoie une lettre, ça prend du temps. Voilà, donc vous me parlez de la nostalgie, c'est en toute sincérité. Là, je suis sur Emmanuel Herrère et puis Mazarin, puis bien sûr les Manchettes, les Fajardi, les ADG, tout. Et je les lis, et je crains le moment où je serai arrivé au bout et que je serai obligé de passer au-delà des années 80. Mais je pense que on n'arrive jamais au bout. On n'arrive jamais au bout. Il y en aura toujours l'un ou l'autre qu'on va retrouver chez un bouquiniste. Ouais. François Emmanuel, la nostalgie. J'ai le sentiment que ça ne va pas être votre truc. Oui. Vous avez dit, j'ai le sentiment que ça va être mon truc, c'est ça? Pas trop. Ah, pas trop. Ah, si, pas du tout. Moi, je suis profondément nostalgique. J'essaye de soigner ma nostalgie comme je peux, hein, auprès de personnes qui sont un peu vivantes et qui ont du feu. Mais je suis profondément nostalgique. J'aime énormément revenir à ces souvenirs d'enfance, revenir à ce temps de l'enfance. Michaud disait, la tristesse rembourse. Cette tristesse... et en même temps, cette nostalgie telle qu'elle est reprise, notamment dans la musique, ça me porte véritablement. J'ai des livres entiers, écrits souvent en imparfait du verbe d'ailleurs, qui sont des livres de la nostalgie. Donc ça me parle beaucoup, oui. Ouais. Les années 60, vous en avez un bon souvenir? Alors là, c'est un souvenir des années d'adolescence, ce sont des années d'apprentissage, ce sont des années certainement un peu tendues, un peu convulsées, mais je ne pourrais pas vous parler des années 60 comme Annie Ernaux, par exemple, parle des années, c'est-à-dire comme un climat général, mais pour moi, ça reste quand même un moment et ça c'est très très important, où nous ne vivons pas comme nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est malheureusement fermé, de plus en plus fermé, qui est passé du côté d'une forme d'autodestruction, et où nous étions dans un monde où tout était encore ouvert. C'est peut-être d'ailleurs le fait de l'enfance, hein, ou le fait des premiers âges. Tout était encore ouvert. Il y avait donc c'est justement important ce qu'il vient de dire François Emmanuel. C'est le fait que tout était encore ouvert dans cette société-là. Vous le dites, hein, d'ailleurs, je pense que c'est dans la préface ou quelque part, vous dites à la fois tout était possible, à la fois on avait le sentiment d'un bonheur possible, et en même temps peut-être que les personnages n'étaient pas si heureux si on compare à l'époque de maintenant. Maps. C'est moi? Ah oui. Alors, moi, je suis très ambivalent là-dessus, parce que je suis passionné d'histoire, je lis énormément de bouquins d'histoire, l'histoire vraiment m'intéresse beaucoup, même toutes les histoires, très anciennes comme très récentes. Pour autant, je ne suis pas vraiment nostalgique. Je n'ai pas le sentiment forcément que c'était mieux avant. Mais pour autant aussi, moi j'ai grandi dans les années 70 aux Antilles, à la Martinique, et c'était une période de liberté absolument extraordinaire, dont je pense qu'elle n'est plus tout à fait possible aujourd'hui, et ce qui est quand même bizarre, et je le vois avec mes enfants. Bon, je vis dans une grande ville, à Paris, mais on a un peu peur de tout maintenant. On avait moins peur, je trouve, mais je trouve pas forcément que c'était mieux avant. Enfin, c'est très, très ambivalent. Il y a un peu des deux. Le grizzly, il y a un côté nostalgique pour la langue, évidemment. C'est aussi lié. Moi, mon grand-père parlait un peu comme ça. Alors ça m'évoque des souvenirs et des choses amusantes. Moi, ça m'a toujours fait rire quand il parlait des dames qui donnent les contredanses dans la rue et qui les appelaient les pervenches ou les aubergines. Ça, faut expliquer parce que les Belges ne vont pas forcément comprendre. Elles avaient un uniforme de cette couleur-là, donc les gens les appelaient comme ça. Voilà, c'est-à-dire que chaque époque a ses éléments vraiment intéressants et attachants, et d'autres nettement moins plaisants. Je ne crois pas qu'on ait jamais vraiment eu la vie très facile.
Il n'y a pas d'époque où c'était vraiment... moi, il y a un truc qui m'énerve un peu maintenant, c'est tout ce truc autour des boomers. On croirait que les gens ont eu la vie facile. Moi, j'étais très proche de mes grands-parents. Je sais que les gens qui ont traversé la guerre, la reconstruction, l'après-guerre, c'était pas une vie facile. Hein. Ils n'ont pas eu la vie facile. Ils ont travaillé très dur, ils n'ont pas mangé à leur faim à la fin des années 40. Je ne crois pas que ça ait jamais été très facile. Moi, j'ai eu un fils qui a été très malade. Le médecin m'avait expliqué que 20 ans plus tôt, la procédure n'existait pas. Donc, voilà, donc, il y a du pour et du contre à chaque fois. Quoi. Ouais. Un bon scénario de bande dessinée, c'est quoi? Il faut du rebondissement à chaque page, toutes les 2 pages. Il faut des caractères. Il faut des personnages avec un caractère très typé, bien trempé. Il faut un historique, il faut de la finesse. Si vous deviez définir les 2-3 règles du bon scénario. La finesse, c'est toujours mieux. Non, alors la BD a ce site formidable quand on écrit, c'est que c'est vraiment un terrain où on a une liberté absolument formidable, comme le roman. C'est les deux endroits de liberté. Je sais, pour avoir écrit pour d'autres médias, que là, on a vraiment une grande liberté dans le choix des sujets, le choix des personnages, la façon de raconter, la structure narrative. Je crois qu'un bon scénario de BD, c'est des bons personnages, une histoire bien campée, idéalement des bons dialogues. Moi, je pense que vraiment les dialogues, c'est important dans la BD parce que ça va être une bonne partie de la vie. Mais la BD, c'est un art visuel, donc le dessin est quand même l'élément central. Vous savez, Jean-Pierre Melville, il disait qu'un film, c'est 50% la réalisation, 50% la lumière, 50% la musique, 50% les acteurs, 50%. Et que si un des éléments est raté, le film est raté de la moitié. Et s'il y en a 2 ratés, alors c'est 0. La BD, c'est vraiment l'histoire, l'écriture et le dessin. Il faut trouver une harmonie avec entre le scénario et le dessin. Je pense que Fred Simon, lui, a trouvé vraiment le bon dosage entre les personnages qui sont un petit peu ronds et des décors tout à fait réalistes, historiques, très documentés, les voitures, les bâtiments, Paris dans les années 60. C'est une question d'harmonie vraiment entre les différentes composantes d'un album. Ouais, une dernière question, le sous-titre c'est le Chabanais. On peut expliquer ce que c'est le Chabanais? C'est un drôle de Chabanais. Alors Chabanais, voilà un élément historique. Le Chabanais, rue Chabanais à Paris, tout près du Palais Royal, il y avait un des bordels les plus fameux de Paris et des plus anciens, le plus grand bordel. Qui s'appelait le Chabanais, et donc dans l'argot, un Chabanais c'est devenu un bordel. Donc un drôle de Chabanais c'est plus élégant qu'un drôle de bordel. Voilà. Et il y a de l'étymologie, il y a de l'histoire. Une rue ouverte par le marquis de Chabanais et une rue où j'ai habité en plus. D'accord. Mais il n'y avait plus le bordel. Ça s'appelle le Grizzly. Et si le personnage s'appelle le Grizzly, vous découvrirez dans la BD, mais il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans le scénario de Maps. Absolument. Et puis il y a un petit clin d'œil au Grisby. Oui, il y a l'allitération avec le Grizzly. Oui, voilà, exactement. Pas au Grisby, quoi. La trilogie du Grisby d'Albert Simonin. Le Grizzly, donc c'est aux éditions d'Argo, le scénario de Mats et dessin de Fred Simon. Fabricio Brucella, c'est aux éditions Duno pour l'anti-guide de la bière, et la bande dessinée Incroyable histoire de la bière, ça c'est aux arènes, et puis les impressions nouvelles, ça c'est le Cercle des oiseleurs de François Emmanuel, un roman qui nous plonge dans l'intime, dans le mélange de la fiction et du réel, et dans la dérive j'allais dire la dérive des continents, mais c'est presque ça. Il y a beaucoup de perdre pied dans ce roman-là. Merci à tous les 3 d'être passés sur le plateau de Connaissez-vous. On va se quitter avec un micro ouvert. On donne régulièrement la parole, l'antenne à un jeune artiste. C'est un chanteur aujourd'hui, il est compositeur aussi. Il est venu avec sa guitare. Il s'appelle Eyoka et son morceau s'appelle Circle. The clock is ticking, baby, and we can come back in time. I didn't mean that, baby, and every second is getting worse.
us all to pieces? Or is it too late to try? Can we forget the pain we have left? Can we forgive all the pain? Vicious circle again. Vicious circle again. Can we forget the pain we have left? Can we forgive all the pain? Vicious circle again. Vicious circle again. And we are trying so hard. Can we fix all the pieces? And we are trying so hard. Can we fix all the pieces? And we are trying, we're trying, we're trying, we're trying. We're trying. We're Circle par Eyoka. Circle, c'est un single qui est paru il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, également sur YouTube. Et Circle, c'est un premier single d'un EP qui paraîtra dans le courant du mois de juin avec Eyoka et qui s'appellera Mercure. Et on signale qu'Eyoka sera également en concert. Ce sera le 13 mai au Cultura à Liège. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été là et à bientôt.